Bonjour à tous, bonjour Tiffaine. Bonjour Andrea. Il est 17h30, voici les titres de ce journal. Température caniculaire aujourd'hui partout en France. Le mercure a atteint les 39 degrés. Nous retrouverons notre envoyée spéciale Fanny Allard sur les bords de Seine. Une nouvelle compagnie aérienne low cost va voir le jour après 3 ans de négociations. Le syndicat national des pilotes de ligne a accepté le projet de la nouvelle filiale d'Air France, Boost. Le bac en poche, mais pas encore d'affectation. La plateforme d'admission post-bac est devenue un calvaire pour 87 000 bacheliers. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Enfin, nous terminerons par notre nouvelle série. Chaque jour, nous vous ferons découvrir une activité, un sport ou encore une gourmandise. Et aujourd'hui, nos reporters sont allés à la fête foraine du Jardin des Tuileries. Mais d'abord, parlons de ces fortes chaleurs qui se sont installées sur toute la France. Il fait chaud, très chaud, jusqu'à 39 degrés. À Paris, les coins d'ombre étaient pris d'assaut. Un sujet de Fanny Allard et Aurélie Payette. À peine un souffle d'air dans les parcs parisiens. Habituellement bondé, ce jardin au cœur de la capitale ne compte que quelques courageux à l'abri du soleil. Tout ce qui est centre-ville, et là on est dans le premier arrondissement, on est vraiment au centre de Paris. Je pense qu'il y fait très chaud. Il faudra aller vers les périphéries et essayer de trouver des endroits frais. Et je pense que c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. J'ai commencé à 6h du matin et déjà à 6h il faisait chaud. Un pic de chaleur bien supérieur au normal de saison. À 13h, il faisait 37 degrés à l'ombre. Pour certains, ce n'est pas un problème, quitte à risquer l'insolation. Je dirais que le soleil m'admire et j'admire le soleil, voyez-vous. À compter de mercredi, de vastes orages accompagnés d'averses devraient s'abattre sur l'ensemble du pays. Quant aux températures, elles devraient redescendre d'une dizaine de degrés dès la tombée de la nuit. Vigilance donc, le thermomètre est monté jusqu'à 39 degrés dans certains départements. Paris n'a pas été épargné. Le soleil cogne toujours. Fanny Allard, vous êtes sur les bords de Seine. Absolument, et même si le soleil décline, il fait encore une chaleur étouffante. Les températures sont allées jusqu'à 37 degrés ici à Paris. Alors d'où vient cette chaleur caniculaire? Eh bien elle arrive du sud de l'Atlantique. Une dépression fait remonter des vents surchauffés depuis l'Andalousie. Là-bas, il a fait jusqu'à 47 degrés ces derniers jours, un record absolu pour l'Espagne, tout mois confondu. Alors évidemment, les températures étaient un peu plus modérées dans l'Hexagone, mais tout de même, dès ce matin, les températures étaient hautes. En Bretagne, il faisait 16 degrés, comme dans les Hauts-de-France, 23 à La Rochelle. Elles n'ont cessé d'augmenter durant l'après-midi, avec 31 à Lille, 29 à Brest, 33 à 35 degrés sur le pourtour méditerranéen. Et certaines régions ont été encore plus touchées, comme les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, limitrophes de l'Espagne. Il a fait 38 degrés à Guétari, 39 à Bayonne, du jamais vu. Et pour nos téléspectateurs, Fanny, pourriez-vous nous dire ce qu'ils peuvent faire pour se rafraîchir un peu à Paris ? Effectivement, en juin, on se souvient que certaines rues de Paris s'étaient transformées en véritables piscines. Des centaines de bouches à incendie avaient été sauvagement ouvertes jusqu'à créer des geysers urbains. Alors, conséquence ou pas, une étude a été publiée qui propose une cartographie des zones de chaleur et de fraîcheur dans Paris. Les rectangles verts représentent les îlots de fraîcheur de la capitale, un moyen de mieux supporter la canicule. Cette étude alerte également sur le réchauffement climatique. Si rien n'est fait d'ici 2100, les villes les plus peuplées verront les températures augmenter de 8 degrés par rapport à aujourd'hui. A noter que 10 départements sont en vigilance orange pour des orages dans le nord-ouest de la France. Avec ces hausses de température, la sécheresse et le vent, les feux se multiplient dans le sud de la France. L'incendie déclaré hier après-midi à Castagnet, près de Nice, est aujourd'hui sous contrôle. Ce matin, 450 pompiers étaient toujours mobilisés, 120 hectares ont été ravagés, mais aucun riverain n'a été touché par le sinistre. Ils ont dit oui, près de 80% des pilotes d'Air France ont validé sous condition la création du projet Boost pour la survie de la compagnie. Cette dernière espère lancer cette filiale low cost d'ici l'automne prochain. Un sujet de Marion Lawamène et Bastien Laurie.
C'est avec du retard qu'Air France s'envole vers la concurrence des prix low cost. Les compagnies allemandes et britanniques ont sauté le pas il y a déjà plusieurs années. Les pilotes n'avaient donc plus d'autre choix que de s'y résoudre après 3 ans de négociations. Leur condition, qu'il n'y ait pas de différence entre les pilotes d'Air France et de Boost, même salaire, même perspective d'avenir. Pour réaliser les économies attendues, ils ont convenu de sacrifier 1 jour de repos par mois. Il faut mesurer ce que c'est que 12 jours de repos concédés à l'entreprise par an, c'est loin d'être négligeable. Ça représente 40 millions d'euros d'efforts de productivité. C'est un très beau geste des pilotes envers leur entreprise. Le PDG d'Air France KLM ne veut pas parler de low cost. Pour être compétitif, il mise sur la réduction des coûts de fonctionnement. Une organisation des escales, une organisation de la production qui permettra là aussi de rabaisser le coût des vols de 15 à 18%. Une diminution des coûts qui passe également par une rémunération moindre du personnel navigant par rapport aux hôtesses et stewards d'Air France. Objectif, selon les experts, récupérer les parts de marché perdues face aux pays du Golfe. Air France n'a pas le choix. Si elle ne fait rien, elle disparaît. Donc, on est obligé d'adapter son prix par rapport à la concurrence. Et il arrive un moment où il y a de la concurrence déloyale. Emirates, par exemple, pour ne pas le nommer, il ne paye pas d'impôts, il paye le pétrole moins cher parce qu'il est là où il va, il paye beaucoup moins cher le stationnement. 18 moyens courriers voleront dès le mois d'octobre et 10 longs courriers dès l'été 2018. Le nom de la nouvelle compagnie sera dévoilé dans les prochains jours. Une centaine de salariés de l'équipementier GMS bloquent depuis ce matin un site Renault dans l'Yonne. L'objectif est de mettre la pression et de protester contre l'unique offre de reprise qui doit être étudiée demain par le tribunal de Poitiers. Le gouvernement continue de prendre des mesures économiques. La dernière en date est au cœur de tous les débats. La suppression de la taxe d'habitation promise par Emmanuel Macron durant la campagne électorale. 80% des ménages devraient être exonérés dès 2018. Mais cette réforme inquiète les collectivités locales. Explication avec Marie-Carline Chardonnay. Emmanuel Macron vient demander aux collectivités locales de dire adieu à la taxe d'habitation. Lors de la conférence des territoires, face à des élus locaux qui redoutent un coup de canif dans leurs finances, l'exécutif a persisté et signé. La taxe d'habitation est-elle un bon impôt? Non. Parce qu'il se trouve qu'il est plus élevé dans les villes périphériques ou les centres-bourgs de province que dans les grandes villes. Cet impôt concerne tous les occupants d'un logement, locataires comme propriétaires. La palme de la taxe la plus élevée revient au chef-lieu du département du Nord, Lille. Je devais payer donc 561 € pour un salaire mensuel du SMIC. Danielle Hérouard est hôtesse de caisse. 560 € de taxe d'habitation pour 70 mètres carrés, c'est démesuré selon elle. A l'inverse, à Boulogne-Billancourt, la taxe d'habitation est l'une des plus faibles en France. Bruno Cuyaz paye 900 € par an pour 80 mètres carrés. Vu sa surface et les équipements de sa commune, ce propriétaire trouve ce montant justifié. Pour nous, particuliers, c'est sympa de payer moins de taxes d'habitation que dans d'autres communes, ça c'est sûr. Désormais, avec cette réforme, 80% de ceux qui payent la taxe d'habitation en seront exonérés. Une baisse progressive pour 18 millions de personnes. C'est officiel, le siège historique du Parti socialiste est à vendre ou à hypothéquer. Bastien Bory, vous êtes devant des locaux rue de Solferino qui n'appartiendront bientôt plus au PS. Oui, derrière moi, 3000 mètres carrés de salles et de couloirs dans lesquels les socialistes ne feront peut-être plus campagne. Subventions publiques divisées par 3, réduction des effectifs, le parti doit lâcher du lest une nouvelle fois, car l'histoire de Solferino, c'est un petit peu « je t'aime, moi non plus ». Il n'y a pas si longtemps que ça, en 1993, les socialistes sont défaits aux législatives et ils chercheront à céder leur siège sans jamais trouver d'acquéreur. Plus tard, en 2008, Ségolène Royal relance la discussion sur la vente. Solfé ne serait pas assez en contact avec la société, déclare-t-elle. Problème, après toutes ces années, eh bien l'isolation laisserait à désirer. Certains ascenseurs se bloqueraient même assez souvent selon nos informations. C'est pourquoi on parle d'un prix de vente allant de 20 à 50 millions d'euros dans ce quartier très chic de la capitale. De son côté, La République En Marche devient, elle, le parti politique le plus riche de France. Le parti d'Emmanuel Macron, avec sa victoire aux législatives, pourra compter sur près de 100 millions d'euros de financement public.
Et dernière information politique du jour, Jean-Luc Mélenchon est à son tour visé par l'enquête sur les assistants parlementaires. Le fondateur de la France Insoumise est soupçonné d'avoir employé des assistants parlementaires à des fonctions fictives. Le bac en poche, ils pensaient enfin pouvoir relâcher la pression. Pourtant, ils sont encore plus de 87 000 bacheliers à ne toujours pas avoir d'affectation pour la rentrée. En cause, la plateforme d'admission post-bac, plus connue sous le nom d'APB. Guillaume Pestac et Jawada Etamer sont allés rencontrer l'un de ces étudiants laissés pour compte. Bac ES, mention bien en poche, Antoine aurait imaginé un début d'été plus serein. Sans réponse favorable de la plateforme d'orientation APB, le jeune bachelier a dû attendre mi-juillet son affectation en fac et se résoudre à accepter son deuxième choix. Avant le 14 où j'ai été pris, pendant plus d'un mois et demi, j'avais cette page, j'arrivais, il y avait écrit en énorme aucune proposition n'a pu être faite. Et là j'avais écrit donc les 16 vœux, liste d'attente partout. Une attente très préoccupante pour le jeune homme impuissant face à un système de tirage au sort robotisé et angoissé à l'idée d'être sans établissement à la rentrée. Je commençais à devenir inquiet parce que au début je me disais ça va. Deuxième tour, j'ai toujours rien, je me dis bon, ça commence à faire beaucoup. Je me suis même demandé qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars à l'étranger un an et une année de coupure de césure alors que j'avais rien fait, je trouvais ça ridicule, mais en même temps j'avais pas perdu l'année non plus. Finalement, Antoine pourra poursuivre ses études à Paris. Une chance presque inespérée puisque cette année encore, ils seront des dizaines de milliers sans affectation en septembre. Un problème trop récurrent évoqué lundi lors d'une réunion d'urgence au ministère de l'Enseignement supérieur. Ça fait des années qu'on traîne APB comme ça. L'année dernière, au mois de septembre, 30 000 étudiants sont restés sur le carreau sans aucune affectation. Il faut mettre la pression pendant la procédure complémentaire pour que les universités mettent toutes les places qu'elles ont à disposition des étudiants pour qu'ils puissent choisir et surtout avoir une proposition dans la filière de leur choix à l'université pour la rentrée prochaine parce qu'une orientation par défaut, ça crée de l'échec et donc ce n'est pas non plus la solution. La solution, elle passera par d'autres concertations prévues dans les prochaines semaines. Si 40 000 étudiants supplémentaires sont attendus chaque année, le gouvernement a promis la fin d'un dispositif désormais incapable de tous les orienter. Et pour les étudiants qui seraient encore indécis quant à leur avenir professionnel, sachez qu'une étude menée par Dell et l'Institut pour le futur affirme que 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. À l'international, maintenant, c'était pour lui le pire accord jamais paraphé par les États-Unis. Et pourtant, Donald Trump a décidé de préserver l'accord avec l'Iran sur son programme de non-prolifération nucléaire. Mais le chef d'État américain a lancé un avertissement. Il n'hésitera pas à imposer d'autres mesures punitives. Après l'Iran, Donald Trump s'attaque au Venezuela en menaçant Nicolás Maduro, son président. Donald Trump soutient les 7 millions de Vénézuéliens qui s'opposent au projet de création d'une assemblée constituante. En Turquie, la directrice d'Amnesty a été placée en détention avec 5 autres militants des droits de l'homme. Ils sont accusés d'avoir commis un crime au nom d'une organisation terroriste. L'ONG a dénoncé un affront à la justice. En sport maintenant, retour sur le Tour de France. La 16e étape était promise aux sprinteurs. Et bien, chose promise, chose due, c'est l'Australien Michael Matthew qui a remporté l'étape. 165 km entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère. Christopher Froome reste maillot jaune au classement général, suivi de près par Fabio Aru et Romain Bardet. Et en football, l'équipe de France féminine débute son championnat d'Europe ce soir et ce sera contre l'Islande. Et tout de suite, on passe à la chronique culture d'Erina Fourni. Putain, je me chie. On revient sur le phénomène série du moment. Après 3 mois de retard, la saison 5 de Game of Thrones a enfin débuté hier. Et les fans ont l'air pour le moins ravis, Erina. Oui, c'était très viral. Regardez cette vidéo Instagram que j'ai reçue. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Alors pour son retour, la série n'a d'ailleurs pas failli à sa réputation, générant une déferlante de tweets et de réactions sur la toile. Alors l'objectif de ce premier épisode, promis pas de spoil, Tiffany et Andrea.
Clairement, c'était de raviver notre mémoire et de nous préparer doucement, mais sûrement à la grande guerre qui se prépare. Et c'est contre qui cette grande guerre? Contre les effrayants marcheurs blancs, des sortes de zombies pas très très sympas, hein. Voilà, on peut le voir, et en plus ils sont très nombreux. Bon, alors Game of Thrones, c'est un peu l'hiver qui arrive en plein été. Pour nous, un vent de fraîcheur. Et si cette nouvelle saison était moins sexiste, voilà, donc les femmes sont à l'honneur et pas seulement dénudées, violentées ou pire encore, on sait que la série ne fait pas dans la dentelle. Voilà, on retrouve notre charismatique Daenerys à la conquête de Westeros. Elle prend le large, toujours accompagnée de ses fidèles dragons, la jeune Arya Stark qui a soif de vengeance. Sa liste d'hommes à abattre est encore longue et va faire un vrai ravage dans la saison 7. Autant dire que c'est elle la patronne, comme le parodie ce tweet. Voilà, ensuite, quant à elle, on a Cersei Lannister qui finit enfin par obtenir le pouvoir après l'avoir tant convoité. On remarquera que le physique de la comédienne a bien évolué depuis le début. La poupée froide prend des allures de guerrière, tenue et coupe de cheveux, tout y passe. Et les spectateurs étaient-ils aussi nombreux que pour les saisons précédentes? Oui, alors la communication chez HBO, on est plutôt bien rodé. À Londres, hier, on pouvait prendre le métro accompagné de marcheurs blancs. Alors, c'est sûr qu'avec une tenue comme celle-ci, ça ne passe pas vraiment inaperçu, hein. Vous imaginez bien que là, les selfies ont fusé, les gens ont bien rigolé. Bon, même si on sait que cette série n'a pas vraiment besoin de bruit médiatique, hein, elle est intergénérationnelle, populaire, elle regroupe des publics variés. Après 7 saisons, elle ne faiblit pas. Au contraire, on a enregistré une audience record de 16 millions de téléspectateurs aux États-Unis, streaming compris. Voilà. C'est quand même mieux que les années précédentes et un bilan qui en ferait busquer plus d'une série, dont notre bonne vieille série française Plus belle la vie. Merci Irina pour cet éclairage. Merci. Que faire pendant les vacances quand on ne part pas? Pour vous donner des idées, nous allons tester pour vous chaque jour une activité en région parisienne. Et pour ce premier numéro de notre série, Alexia Ferré et Léa Bons sont allées à la fête foraine du Jardin des Tuileries. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de Paris, dans le Jardin des Tuileries, pour une des plus grandes fêtes foraines de la capitale. Ici, des milliers de visiteurs viennent chaque année. Et d'ailleurs, je vous emmène faire un tour. Les manèges à sensations sont le point fort de cette fête foraine. Ce grand bras mécanique que vous voyez derrière moi est l'attraction la plus rapide, avec une vitesse de 140 km/h à chaque rotation. À des moments, on ne sait même plus dans quel sens on est. Ouais, on est à l'envers, on comprend plus rien, c'est vraiment pas mal. Hein. Super. Nous sommes dans le Air Swing. C'est l'une des attractions emblématiques de la foire des Tuileries. Nous sommes situés à 30 mètres de hauteur et nous avons une vue imprenable sur Paris. Et un peu le vertige aussi. Après le plein de sensations fortes, si on allait retrouver un peu de réconfort du côté des gourmandises. Vous avez encore jusqu'au 27 août pour profiter des 60 attractions de la fête foraine des Tuileries. À bientôt. On termine ce journal sur l'info insolite du jour. Écoutez bien, la Chine a censuré Winnie l'ourson. La raison, sa soi-disant ressemblance avec le président Xi Jinping. Non, ce n'est pas une information du Gorafi, Tiffaine. C'est la réalité. Ah oui. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h.